Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Au sommaire de ce dialogue littéraire, 3 belles nouvelles rencontres. La Sénégalaise Fatou Diome nous parle de ses 2 dernières parutions, Olivier Adam nous livre ses coups de cœur de la rentrée et Anne Berest nous présente son premier roman, La fille de son père. Anne Berest, passionnée par le théâtre depuis longtemps, a, avant de se lancer dans l'écriture, travaillé notamment au Théâtre du Rond-Point à Paris, en tant que rédactrice en chef des Carnets du Rond-Point, la parution écrite de ce théâtre. Elle a également participé à l'adaptation pour le théâtre et à la mise en scène du livre de Patrick Modiano, Pédigré, interprété par Édouard Baird. Aujourd'hui, elle nous explique en quoi ses expériences passées l'ont influencée pour l'écriture de son tout premier roman. Anne Berest, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre premier roman, La fille de son père, publié aux éditions du Seuil. Alors vous êtes une passionnée de théâtre, vous avez longtemps travaillé pour le théâtre. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous sera toujours indissociable ? C'est vrai que je connais bien le théâtre. J'ai fait mes études littéraires sur la dramaturgie baroque et puis après j'ai travaillé dans un théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre du Rond-Point. Et le théâtre, je pense, m'a influencée dans la structure du livre. Je suis très impressionnée par l'écriture théâtrale. Je trouve que c'est une écriture très difficile parce qu'il faut, au moment de l'écriture, intégrer un absent qui est la scène. J'ai commencé par n'écrire que la structure du livre. Et c'est une chose qui m'a beaucoup aidée. Et si bien que je connaissais mes personnages, je savais ce qui allait leur arriver. Et du coup, je dirais que ça a permis aussi de donner une tenue et de les rendre plus vertébrés. À la base de mon livre, je voulais interroger la question des sœurs et de ce que signifie avoir des sœurs, quel est ce lien particulier. Et effectivement, ça aurait pu s'appeler Les filles de leur père. Mais bon, ici, ça met l'accent sur le fait qu'il va y avoir 3 filles, et donc chacune a son rapport particulier à son père. Donc elles sont individualisées par le titre. Et puis c'est pour reprendre l'expression où on dit oui, c'est bien la fille de son père, alors que dans le livre, justement, il est question d'une fille qui n'est peut-être pas la fille de son père. Et à un moment donné, si on leur dit peut-être que vous n'êtes pas sœurs, et petit à petit, le roman va montrer que cet événement-là va leur faire vivre des choses ensemble et retrouver leur enfance, leur mémoire commune, leur amour, qui s'était auparavant un peu dissipé avec le temps. Alors justement, on peut dans ce cas-là parler du lien de la fiction. Est-ce que le thème des relations entre sœurs est plus facile à traiter sous forme de fiction ? Je dirais pas, en fait, c'était pas que c'était plus facile d'en parler, mais en tout cas, je me suis donné le temps d'y réfléchir et de me demander, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dessus ? Donc voilà, ce temps d'écriture, ça m'a amené à poser des choses sur mon vécu, même si c'est très romancé, le livre est romancé, et même si les liens entre les sœurs personnages du livre sont différents de ceux de la vie, en tout cas, j'ai aimé me pencher là-dessus. Voilà. Alors, La fille de son père est donc votre premier roman. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez envie de vous essayer par la suite ? Moi, j'ai toujours voulu écrire. Et à un moment donné, je me suis dit, maintenant tu vas te confronter à ton désir et tu vas voir si tu en es capable. Si ce rêve que tu as, est-ce que tu vas le garder toute ta vie comme un rêve ou est-ce que tu vas essayer de le réaliser ? J'ai eu beaucoup de chance avec la sortie du livre qui est très bien accueilli. Et donc, j'ai déjà commencé à écrire le prochain. J'avais commencé à l'écrire avant la sortie de ce livre. Parce que je me disais, si jamais le livre passe inaperçu et que personne n'en parle, il ne faut pas que je sois découragée. Donc, il fallait... Voilà. Partons maintenant nous promener en compagnie de Fatou Diome. Originaire du Sénégal, elle est arrivée en France il y a une petite vingtaine d'années et après des études de lettres et quelques années d'enseignement, elle se consacre maintenant à l'écriture. Elle a publié son premier recueil de nouvelles en 2001, intitulé La préférence nationale, et dans la foulée, a publié son premier roman, Le ventre de l'Atlantique, qui fut un véritable succès. Depuis, elle a écrit d'autres romans, notamment Ketala en 2006 ou encore Inassouvi Novi en 2008. Et toujours, le continent africain occupe une place très importante dans ses livres. Celle qui attend est son dernier roman, elle nous en parle tout de suite et revient également sur son livre d'art Mauve, publié cet été en collaboration avec Titouan Lamazou.
Fatou Diom, bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être à Brest aujourd'hui pour nous présenter votre nouveau roman, Celles qui attendent, publié aux éditions Flammarion. Alors pouvez-vous nous dire comment vous est venue l'envie, l'ambition d'écrire sur ces femmes qui attendent leur mari, leur père, leur fils émigrés en Europe? Parce que leur vie a quelque chose de cette mère-là. Vous voyez, un calme trompeur. Elles couvrent des angoisses, elles ont leurs fils qui sont partis en Europe ou leur mari, et elles vivent avec la frustration et l'angoisse permanente de les perdre. Donc elles attendent des nouvelles, de l'argent, mais elles attendent surtout leur retour. Et donc j'ai voulu parler de ces femmes-là parce que leur mélancolie me touche. Elles sont dans cette maison en croyant être totalement dépendantes, alors qu'en fait elles sont autonomes sans le savoir parce que leur attente n'est pas passive. Elles sont toujours dans l'action pour trouver de quoi faire vivre les enfants. Donc ce sont des dames qui portent les familles à bout de bras et je voulais parler de ça. C'est sûr, ce sont des femmes avec des destins parfois assez terribles, mais ce sont des femmes très très fortes qui, comme vous le dites, tiennent leur famille à bout de bras. Mais ce sont des femmes qui se taisent. Pourquoi est-ce qu'elles gardent ça pour elles, leur souffrance? Parce qu'elles sont dans une culture où la tradition est vraiment à la pudeur. On ne se plaint pas, on ne gémit pas, on ne râle pas. Il faut toujours tenir altière. Je pense que c'est aussi leur héritage. C'est vraiment une région, ce sont les Guelwaars. Et les Guelwaars, pour les gens qui connaissent le Sénégal, c'est un peuple où il faut lutter et garder toujours la tête haute. Donc elles sont rectilignes, ces femmes, moralement. Vous savez, quand j'ai parlé de la polygamie, il n'y avait pas encore eu la polémique qu'on a eue en France à ce sujet. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge depuis longtemps. Ce n'est jamais agréable, à un moment donné, de critiquer sa propre société d'origine. Et moi, c'est le cas, sauf que j'ai vu la polygamie étant jeune, j'ai grandi avec, j'ai vu tout ce que ça pouvait faire comme dégâts autour de nous. Il faut savoir que les gens ne pratiquent pas du tout la polygamie telle qu'indiquée dans le Coran, par exemple. Même s'ils prennent toujours l'excuse du Coran, c'est archi faux parce que le Coran demande que le monsieur ait suffisamment les moyens pour faire vivre chaque épouse et ses enfants dans des conditions décentes. Le mari n'a pas le droit de prendre une deuxième si la première n'est pas d'accord. Ce n'est jamais le cas. Il doit pouvoir les faire vivre chacune dans sa maison, sauf quand elles ont donné l'accord exprès pour être ensemble, ce qui n'est jamais le cas non plus. Donc finalement, on se rend compte que cette polygamie-là, telle qu'elle est pratiquée, elle arrange toujours les hommes et jamais les femmes. Or, elles n'osent pas s'en plaindre. Donc je me suis dit, au lieu de critiquer tout bêtement, je vais simplement promener mes lecteurs dans les méandres de la vie quotidienne des familles polygames. Voilà. Alors, parallèlement à la publication de ce roman, vous publiez également un livre intitulé Mauve que vous avez co-réalisé avec Titouan Lamazou. Comment s'est faite cette rencontre et quel est ce livre, Mauve? Alors, Titouan Lamazou, c'est quelqu'un... D'abord, c'est quelqu'un que je connaissais par son travail artistique. Mais je connaissais aussi ses victoires pour le Vendée Globe. Oui, c'est un homme de la mer aussi, c'est un marin. Et il y a quelque chose dans son histoire qui rappelle aussi mes origines. Moi, je suis née sur une île où tous les hommes sont des marins. Il y a déjà ça comme point commun. Puis j'ai eu la chance, grâce à Étonnant Voyageur, qui nous a invités au Mali en 2002, je l'ai rencontré là-bas. Et il venait de découvrir mon texte et moi je lui ai dit que je connaissais depuis longtemps son travail, ses dessins, ses carnets de voyage. Et je lui ai dit que j'avais une réflexion à mener sur la couleur mauve et je voulais qu'il me fasse les dessins et les peintures pour illustrer ce texte-là où parfois on a de courts textes en prose poétique et puis d'autres textes en vers libre. Et à chaque fois, ça correspond à une redéfinition du mauve, de la couleur mauve et je voulais que ce soit lui qui visite mon village d'origine, toute la région. Et il a fait vraiment quelque chose. Moi, je suis jalouse de ne pas savoir peindre. Donc, grâce à lui, maintenant, j'ai des textes avec de la peinture qui les traduit le mieux. On termine à présent avec l'écrivain Olivier Adam. Né à Paris, il habite désormais à Saint-Malo et est l'auteur de nombreux livres pour jeunesse, de romans et de nouvelles. Il a déjà obtenu plusieurs prix littéraires, dont le prix Goncourt de la Nouvelle en 2004 pour Passer l'hiver. Et certains de ses romans ont été adaptés à la télévision et au cinéma. Souvenez-vous, Je vais bien, ne t'en fais pas, en 2006, avec en tête d'affiche Cadmerade et Mélanie Laurent. Cet été est sorti son dernier roman, Le cœur régulier, un livre sur le refus du suicide, selon les propres termes d'Olivier Adam. L'histoire d'une femme qui, voyageant au Japon sur les traces de son frère décédé, va prendre un peu de distance pour observer avec un regard neuf sa propre vie. Allez, allons tout de suite à la rencontre d'Olivier Adam dans les rayons de la librairie. Il nous livre ses coups de cœur de la rentrée. Je cherche le Ferrari, je cherche le suivant. Il est juste là.
dans l'écoute. Vous voyez, c'est parfait. Donc voilà, bon, comme c'est la rentrée littéraire et que j'en fais partie, j'ai tendance à, dans ces cas-là, en général j'attends un petit peu que la rentrée soit un peu finie pour me plonger dans cette rentrée littéraire. En littérature française, j'ai une information, c'est que le grand livre de la rentrée, c'est pas Michel Houellebecq du tout, c'est ça, voilà. C'est Jérôme Ferrari, Où j'ai laissé mon âme. Ça parle d'un sujet assez terrible, enfin absolument terrible, qui est celui de la torture en Algérie. Et ça en parle du point de vue des bourreaux, de ceux qui la faisaient subir dans les rangs de l'armée française. Et c'est un livre qui, au fond, explique d'une certaine manière, ou essaye de sonder, de questionner la façon dont cette pratique a pu être théorisée ou acceptée ou intégrée au point et justifiée de la part de ceux qui la pratiquaient. J'ai eu le sentiment de l'irruption en littérature française d'une voix, d'une puissance comme j'ai pas vu ça arriver depuis des années. Voilà, et c'est absolument éblouissant. Voilà, je trouve que c'est le grand livre de la rentrée. Alors débutant, c'est l'édition de la version non corrigée par l'éditeur de Parlez-moi d'amour, voilà, qui était le premier recueil de nouvelles de Raymond Carver. Et il suffit de regarder les deux pour constater que c'est le même texte, mais il y a une petite différence de taille. C'est pas le même texte. Pour une raison simple, c'est que quand Carver a écrit Débutant, c'est-à-dire ce recueil de nouvelles exactement comme lui le souhaitait, il l'a confié à son éditeur, Gordon Lish, qui est un immense éditeur de cette époque-là, dans les années 70. Et Gordon Lish ne s'est pas contenté, comme ça se fait, de retravailler les textes légèrement. Il a carrément presque réécrit les textes de Carver. Et là, on retrouve la version telle que Carver l'avait voulu, avec une empathie fraternelle absolument bouleversante. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite Raymond Carver rompra avec Gordon Lish et qu'il écrira tout seul Les Vitamines du Bonheur, qui est son chef-d'œuvre absolu. Bon voilà, je voulais parler du dernier sujet de Stevens, mais alors il a tellement de succès déjà qu'il est épuisé ici. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas publié d'album, alors que c'est quelqu'un de très prolifique, voilà, qu'on a toujours présenté comme une espèce de génie folk, dont le projet initial était de faire un album par État des États-Unis, avec une vingtaine de chansons par album, il devait en sortir 2 par an. Et puis il revient là, successivement avec 2 choses extraordinaires. La première, c'est un maxi 45, comme on disait à l'époque, un EP, qui s'appelle All Delighted People. Et il enchaîne sur son nouvel album, The Edge of ADZ, qui est un disque où pour la première fois il se frotta aussi aux matériaux électroniques, tout en restant sur des bases de chansons folk. Mais alors ça donne une musique d'une liberté, d'une inventivité. On a l'impression qu'il fait ses albums comme si c'était les derniers, avec une espèce de folie et de liberté créatrice que j'avais pas rencontrée depuis longtemps. Donc voilà, Sufjan Stevens, faut vraiment écouter ça. Voilà, c'est fini pour cette fois-ci. Je vous souhaite de très bons moments de lecture et moi, je pars à la pêche aux livres. Kenavo.